Salut tout le monde, bienvenue en ce lundi 6 décembre sur Facebook pour ce live d'Overtime. Je suis Pascal Eberhardt et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cet 14e épisode. Vous le voyez, nouvelle configuration puisque David Pietronigro avait un rendez-vous proche de chez lui aujourd'hui, donc il sera avec nous par Skype. Et j'accueille donc dans le studio Jean-Philippe Presselwenger qui sera notre troisième larron. Bonjour messieurs. Bah, salut David, salut à tous, salut Pascal. Ouais, salut messieurs, joyeux Saint-Nicolas, j'espère que vous avez été sages. Ah oui, on n'a pas vu le père Fouettard, donc ça c'est bon. La liste est partie, c'est bon. Et puis salutations aux très nombreux dans le chat, hein, Georges-Henri, Ludovic, Nicolas, Ismax, Fabien et Claude notamment qui ont déjà laissé des petits commentaires. Jean-Philippe, de quoi on va parler aujourd'hui ? Ah bien le sommaire aujourd'hui, on va parler de Bienne, on va parler de Genève, de Lausanne, tous les clubs romans, hein, Ajoie, Fribourg. On va parler de notre joueur du week-end, on fera le programme de la semaine. Et puis on va attaquer logiquement par des Célandais, le HC Bienne. Mais d'abord, n'oubliez pas, si vous avez des commentaires, des questions, le chat est ouvert, vous pouvez y aller, on a tous les yeux rivés dessus. Donc si jamais, on essaiera de prendre un maximum de questions. C'est parti pour le HC Bienne. Le HC Bienne, c'est 7 défaites en 10 matchs, 2 défaites dans cette fin de semaine, une défaite à la maison contre Genève, une défaite à l'extérieur contre Zurich. Ça va pas terrible, hein. Pascal, tu les as commentés samedi. Comment tu analyses là, les errements du HC Bienne ces derniers temps ? Bah écoute, Jean-Philippe, on a vu un nouveau visage du HC Bienne, j'ai envie de dire, avec les situations spéciales qui ont décidé de ne pas très bien fonctionner, que ce soit à 4 contre 5 déjà la semaine d'avant à Genève ou vendredi soir à Zurich, avec 2 buts encaissés à chaque fois alors que l'équipe adverse avait un joueur en plus sur la glace, et samedi contre Genève, ça a été l'inverse. C'est le powerplay qui a un petit peu trahi les hommes d'Antti Tormenen avec ses 2 buts encaissés à 4 contre 5, et on a vu peut-être parfois des petites difficultés dans le placement, notamment sur le 3-1 de Genève avec Kessler qui essaye de jouer le puck alors qu'il l'a pas tout à fait sur sa palette, le puck s'arrête, lui il continue à reculer, et Vermin qui veut partir tout seul pour aller marquer ce fameux 3-1. Par contre, il y a quand même quelques bonnes nouvelles du côté du HC Bienne. C'est les retours de Salinen, Kunti et Ishier. Ce sont des joueurs par contre qui sont encore un petit peu en manque de compétition. Donc ça peut amener peut-être pour cette semaine des bonnes nouvelles du côté du HC Bienne, à voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que les 2 défaites du week-end plus celle à Genève la semaine passée, ça fait 3 défaites de suite. C'est la première fois que Bienne s'incline 3 fois cette saison. Ouais, ça peut être un peu inquiétant. Alors avant qu'on débatte de Brunner, je vous propose de prendre la question de Nicolas qui nous demande est-ce que Bienne ne serait pas rattrapé par la loi de la moyenne en étant nettement moins en réussite qu'en début de saison. La chance les aurait-il abandonnés ? Oh non, je pense pas. Dans une saison, tu l'as assez bien résumé là, David. Dans une saison, il y a des hauts. Ils étaient très hauts en début de saison. Il y a des bas. Chaque année, ils doivent en gérer. L'année passée, ça s'est pas très bien fini. Hein, on est d'accord, mais là, je pense pas qu'il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Et puis, je pense pas non plus qu'il y a une question de chance, de malchance qui entre là-dedans. On parle parfois que les planètes sont alignées pour Bienne ou pour Fribourg ou comme ça. Je crois qu'il y a plus que ça. Et ils ont une infrastructure qui est une structure qui est solide, un entraîneur qui connaît son groupe, qui sait appuyer sur les bons boutons. Je crois qu'au niveau de la gestion humaine, c'est quelque chose d'assez exemplaire ce qui se passe à Bienne. Maintenant, on a aussi calmé certaines inquiétudes en annonçant des prolongations de contrats, notamment des deux défenseurs étrangers. Ça, je pense que c'est toutes des petites choses qui peuvent aider à garder le calme quand il y a des moments un petit peu plus troublés sur la glace avec des résultats qui ne suivent pas forcément. Mais ils ne sont pas largués. Hein. Ils ont été dominés par Zurich, oui, mais ils ne sont pas complètement largués. Hein. L'habitude, au HC Bienne, on a vu lorsque Löw était blessé, c'est de mettre un junior ou un jeune joueur à la place exacte, sans changer l'alignement, sans changer le rôle. Et Noah Delémont a pris cette place quand il a eu la chance, il a saisi sa chance et il a fait des très bons matchs en tant que défenseur de premier duo, ou deuxième duo si on veut bien. À voir si maintenant on donnera la chance à justement un Schlepfer qui peut jouer au centre ou à l'aile. À voir. Évidemment, c'est un complément assez solide, on va dire physiquement. Alors, ce ne sera pas les mains de Brunner, ce ne sera pas l'expérience de Brunner. Il n'y aura pas cette complicité que Künzle, Kunti et Brunner ont, mais pourquoi pas, à voir.
Bah écoute, samedi, il a fait un peu tourner ses lignes, hein, avec au niveau de la place de Brunner, il y a eu Kessler, il y a eu Ischier, ils s'y sont tous un peu passés pour compléter le trio, enfin le duo des Zurichois désormais, pour voir ce que ça donnait. Et, je crois pas qu'il a pas trouvé sur le moment une solution. David, tu parlais tout à l'heure du problème de la chute de Brunner. C'est vrai que c'était assez bizarre. Il y avait Le Cool qui était à côté, qui a fait un petit mouvement de canne sur la première image. Je me suis dit qu'il l'avait touché, mais bon, c'était pas la bonne jambe. Donc effectivement, c'était un peu surprenant parce qu'il est à droite de Brunner, Le Coultre. Il le touche pas en fait au niveau de la cheville avec la palette. Et j'ai bien aimé ce que Florian Kuntz et Danny Gélina ont dit en plateau. Ils ont eu l'impression de voir un sprinter de 100 mètres qui avait un claquage. Et c'est pour ça qu'ils sont partis sur la piste du claquage. Ensuite, j'ai posé la question au chef de presse de Bienne qui était après le match pour savoir ce qu'il avait. Il m'a dit c'est les adducteurs, mais on n'en sait pas plus pour le moment. Il y a quand même un homme qu'on n'a pas réussi à retenir, c'est Michael Hugli. Alors il faudra le remplacer, Michael Hugli, du côté du HC Bienne. Et il y a évidemment quelques pistes, il y a des gens qui ont des idées là-dessus. Alors c'est pas des rumeurs, c'est pas des choses qui sortent des clubs, c'est simplement quand on relie un petit peu les points. Notre collègue Jérôme Beuchat nous expliquait que si on relie un petit peu les points, à Bienne on aime bien prendre des joueurs qui se connaissent, qui aiment jouer ensemble. Kunti, Brunner par exemple. Et Fabio Hofer, qui lui a prolongé du côté de Bienne, l'Autrichien, a un collègue autrichien en fin de contrat du côté d'Ambry. Comme dirait un certain analyste plateau, on dit ça, on dit rien. On verra bien ce qui peut bien se passer du côté de la Tissot Arena, s'il y a une ligne directe avec le sud du Gothard ou pas. Jean-Philippe, on va continuer ensemble. Bah ouais, volontiers. Puisque tu es là, on va en profiter. Déjà, allez-y quoi. Est-ce que, comme j'ai pas tout écouté, ce que tu disais, ce qu'on disait avec tout ça. On parlait de l'arrivée possible de Zwerger à Bienne, tu disais que c'était pas mal, mais là dans le chat on nous dit ouais, on se fait plus de soucis pour le ZSC que pour Bienne. Moi je me fais pas trop de soucis pour le ZSC, je dois dire. Honnêtement, je les ai vus jouer mardi à Fribourg et quand ça déroule, c'est vraiment impressionnant. Ils ont deux lignes offensives, une avec Malguin, Andrighetto, Baltisberger. Et puis une avec les trois étrangers, avec Azevedo, Kruger au centre, et puis Kenville. Ce top 6-là, c'est du solide. Derrière, Noro, Marty et tous les autres. Vraiment, je ne me fais pas trop de soucis pour Zurich. Pour Bienne, honnêtement, je m'en fais pas. C'est ce que je disais avant, je m'en fais pas vraiment non plus. Parce qu'ils peuvent justement se reposer sur quelque chose de connu, sur une structure, sur une façon de travailler qui ne va pas changer. Et donc, ils savent où ils vont. Les jeunes qui sont intégrés connaissent le système. Ils savent ce qu'on attend d'eux. Moi, ça va suffire. Je pense que le top 6 pour ces deux équipes, c'est pas fait, évidemment, mais on devrait les retrouver dans le top 6. Alors, Pierre, lui, va arrêter de suivre parce que ça le dérange beaucoup, ces problèmes de son. On est toujours en train d'essayer de les régler. Ce sera pas lundi prochain. La prochaine émission, c'est le 21 décembre. La semaine prochaine, il y a les équipes nationales. On va faire une pause overtime parce que plusieurs d'entre nous ont congé lundi. Autant en profiter de faire une petite pause. Et le 20, il y aura des matchs où on va pas forcément être disponible. Ouais, ce sera une soirée de studio. Voilà. Continue à tenter de régler, mais surtout, on va commencer à parler de Genève Servette pour passer à la suite. Jean-Philippe. Oui, Genève qui connaît un week-end plein, 2-0 victoire contre Rapperswil, et puis une victoire à Bienne, puisqu'on a essayé de mettre un petit peu les équipes qui ont joué l'une contre l'autre, l'une après l'autre. D'abord Bienne, puis maintenant Genève. Par contre, les gros points noirs du week-end genevois, c'est clairement la perte de Gauthier Desclous qui a été évacué sur une civière. On lui souhaite d'ailleurs un bon rétablissement, ainsi qu'à tous les joueurs qui ont été blessés et même ceux qui doivent se faire opérer demain. Un petit coucou et puis un bon courage pour ceux-là. On parle maintenant aussi de la perte de Tom Ernest. Le club est pour l'instant extrêmement discret sur la durée ou bien qu'est-ce qui s'est passé. C'était un choc avec Gaëtan Haas. Pascal, tu peux peut-être nous en parler un peu là, de ce choc-là. Écoute, on a encore regardé les images. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de ralenti parce que derrière, il y a la pénalité pour surnombre avec les Genevois qui étaient frustrés parce qu'il y a Tom Ernest qui était sorti blessé et pas sûr qu'il y ait 6 joueurs sur la glace en fait à ce moment-là.
Il y a un duel au puck le long de la bande. Gaëtan Haas arrive depuis l'enclave pour essayer de récupérer le puck. Il y a contact. On n'est pas tout à fait d'accord sur la position de Gaëtan Haas, Jean-Philippe et moi. J'estime qu'il aurait pu essayer de rester face à la bande. Là, il a décidé de se tourner. Après, c'est toujours la même chose. Est-ce que le point de contact est la tête? C'est vrai que c'est plus le point le plus important dans le règlement de savoir si c'est la tête ou si c'est le corps. Il suffit de toucher la tête pour que ce soit une charge à la tête. Mais voilà, il y a duel au puck. Au final, c'est clair que c'est frustrant pour les Genevois. Je le comprends tout à fait. Mais je suis pas sûr que ça méritait au final une sanction en voyant les images. 100% non, je suis assez d'accord avec le fait qu'il n'y a pas de sanction là-dessus. Il y a parfois des situations où le joueur se blesse, mais il n'y a pas forcément une faute. Et puis il y a aussi des situations où il y a une énorme faute et il n'y a pas forcément de sanction. Ben voilà, ça arrive et il n'y a pas forcément de blessure, pardon. Et là, ce qui se passe avec Gaëtan Haas, il accélère, il voit le puck qui prend le rim comme ça, qui va ressortir. Tom Ernest, lui, pinch comme il faut, il va se poser un peu en avant pour pousser le puck avec sa crosse, le renvoyer dans l'arrondi. Et au moment où Haas arrive, il se tourne sur son épaule droite pour faire le check. Le problème, c'est que Tom Ernest est en avant comme ça pour envoyer le puck plus loin et le choc se fait. C'est un full body contact, il n'y a pas de coude qui sort, il n'y a pas de viser la tête ou quoi que ce soit, il n'y a pas de méchante intention. Et de plus, c'est un check qui est fait au bon moment. Ça veut dire que le joueur adverse a le puck et on utilise le corps pour le séparer du puck. Voilà pourquoi. Ça, c'est la définition du check. Donc, pas de chance pour Tom Ernest et pour Genève Servette. À voir maintenant si c'est grave, pas grave, combien de temps il sera out ou s'il est out, on verra. Hein. Ça, on a pour l'instant pas encore d'informations. Il a suivi la fin du match, hein, je crois, le long du banc. Oui, il était à côté du banc. Les premières infos, c'est celles que vous avez entendues, si vous avez suivi le studio d'après-match. Du côté de Genève, on disait que ça avait l'air d'aller puisqu'il était à côté du banc à la fin de la rencontre. On parle pas mal dans le chat de l'arrivée d'Alessio Bertaggia. Alors, on va évidemment l'évoquer. 5 ans. Pour un attaquant d'impact, pas forcément sur les points. Hein. C'est là où on nous dit, est-ce qu'il va arriver, c'est Loïc qui nous demande, est-ce qu'il va arriver à 30 points à Genève? Bon, on n'a pas de boule de cristal, Loïc. On aimerait bien te dire oui, mais on peut pas, on ne sait pas. Et puis, il va être utilisé probablement sur une ligne, peut-être 2, peut-être 3, à voir. Hein, un joueur d'impact qui va avoir un autre rôle que celui qu'il a maintenant avec Max Orley, évidemment. Forcément, Yann Cadieux a un peu une autre philosophie de. Est-ce que ce sera toujours Cadieux l'année prochaine? Ouais, c'est encore une autre question. Ouais, c'est vrai. Ouais, ou ce sera peut-être un Suédois alors. Hein? Peut-être. Un monsieur Alam ou un truc comme ça. Peut-être. Hein, ouais, c'était un débris au mois d'octobre. Voilà. Bon, on verra. Toujours est-il que c'est pas du Max Orley non plus, même si c'est un coach suédois. Et Alessio Bertaggia, c'est un joueur qui aime porter le puck. C'est un joueur de rush. C'est une sorte de Hoffman en plus petit, en moins. Enfin voilà, en toute proportion gardée. C'est vraiment un joueur qui va prendre le puck dans sa zone, qui va faire le nécessaire pour amener cette rondelle dans le tiers d'attaque. Et puis il est capable de marquer. Hein. On l'a vu quand il était aligné sur une première ligne. Il est capable de mettre les pucks au fond. Là, on parle de 23-27 points par saison. Je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, c'est toujours la même chose. On ne connaît pas les salaires. Hein? Moi, je ne dis pas que je les connais pas. Je n'ai pas vu les contrats. On ne peut pas dire, est-ce que c'est si tu le payes 150 000 et puis qu'il te met 15 points, ok, ça joue, c'est très bien. Mais si tu le payes 600 000 puis qu'il te met 15 points, ben voilà. Ça, c'est un autre problème. Les points, c'est bien. Ce qu'il amène dans l'équipe, c'est bien aussi. Mais il faut toujours, pour savoir si c'est un bon transfert, un bon contrat, à ce moment-là, il faut savoir. Et puis, comme en Suisse, on n'a pas ça. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais enfin, il faut juger sur ce qu'on voit. Il y a Loïc qui nous rappelle qu'il y a 2 ans, il avait marqué 17 buts. Mais c'est ça. Il y a 2 ans, il jouait première ligne. Exactement. Du côté de Lugano. Et puis, on a parlé de Tom Ernest qui est blessé, on a parlé de Desclous qui est blessé. Il y a Noah Rod qui est aussi blessé, oui. qui a pris un tir sur la main. Il avait la main enflée, il a aussi suivi le match au bout du banc, changé à la fin. Il va aussi passer des examens. On a envoyé un petit message au chef de presse. Au chef de presse. À Jeff Scarantino, qu'on salue s'il nous écoute pour avoir quelques nouvelles, hein, tout simplement des 4 joueurs. Les examens sont cet après-midi. On peut craindre, au pire, une fracture.
Au mieux, c'est un gros bleu et puis ça va se résoudre assez facilement. Il faut savoir quand même que les gants sont maintenant un peu mieux qu'avant au niveau de la protection. Si tu le prends, ici, voilà, c'est ça le problème. Mais c'est pas un gardien, il n'est pas censé ouvrir la main, on le répète suffisamment. Mais sur le dessus, il y a des petites protections. C'est aussi pour ça que quand il y a les bagarres, c'est un peu bizarre de plus sanctionner quand les joueurs lâchent les gants que quand ils les laissent, alors qu'ils ont plus de risques de se faire mal. David, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est bon. Je suis qualifié pour le deuxième tour. Ouais, tu peux rester. Tu peux rester. Il n'y a pas de sanction irrévocable, c'est bon. Oui, la technique, hein, c'est les aléas et tout, mais merci à Pascal, merci à Mickey qui s'occupe de tout ça. Oui, qui est venu en urgence à distance pour régler ça. Merci Mickey d'être intervenu. Je vois quel faux réglage j'ai raté. En fait, je t'avais laissé un double canal son qui était masqué au moment de la création de la conversation. C'est pour ça. Mais pour les blessures, moi je trouve qu'elles arrivent quand même pas au bon moment là pour Genève Servette parce qu'on commence à retrouver. Tu aurais préféré le début des playoffs ou bien? Ouais, bon, playoffs Genève, excuse. Désolé, voilà. Non, rien. mais il y a quand même besoin de points urgemment pour Genève Servette et perdre peut-être Thomas Nuss, Desclous, Rode, même que pour quelques matchs si c'est pas grave pour les deux premiers nommés. Et Patry aussi qui a fait un bon week-end. C'est jamais facile. Hein. Genève a besoin de jouer et de retrouver des automatismes et de faire des points. Donc, alors on est revenu au contact. On met un petit peu la pression sur les équipes qui sont devant, comme notamment Ambry Piotta, qui se retrouve maintenant à un point juste devant. Il y a un match en plus pour Ambry. Donc, Genève doit confirmer et doit se réinventer, peut-être même sans ses leaders, sans simple Henrik Tömmernes. Ouais. Et puis, c'est vrai que quand on parlait des longs contrats, le premier, ça a quand même été celui de Tristan Chervet. C'est Fabrice qui nous rappelle ça, du côté du CP Berne. Et puis je remercie ceux qui me disent merci. J'ai quand même eu l'aide de Michael Bartels. Donc, on va pas, je ne vais pas m'attribuer tous les mérites. On va de l'avant maintenant, tout va bien. C'est voilà. Bon, on est parti pour encore un petit moment de discussion. Il y avait une question, je ne sais plus qui c'est, je vais essayer de la retrouver. C'était par rapport à un gardien étranger à Genève Servette. La question se posait, c'était plus pour la saison suivante, mais la question se pose également pour maintenant. Alors on sait que Genève n'a qu'un seul match la semaine prochaine, cette semaine, c'est jeudi contre Zurich, et que l'Automne ne joue pas, donc Turkirchen devrait être devant les filets genevois. En tout cas, c'est ce que m'a laissé comprendre Marc Gauchi samedi. Alors, on lui avait posé la question d'éventuellement Leland Irving, le gardien étranger à Lugano, sachant que lui ne joue plus depuis le retour de Niklas Schlegel. Il a bien rigolé, il m'a dit qu'il ne connaissait pas son agent. Après, voilà, c'est aussi, on dit ce qu'on a bien envie de dire, mais pour l'instant, ils cherchent plutôt une solution au niveau national, c'est comme ça qu'il me l'a dit, donc des licences B pour remplacer Charlin, et puis ils attendent bien évidemment les résultats de cet après-midi pour savoir s'ils doivent remplacer Desclous sur de plus ou moins long terme. Ouais, ce ne sera pas Robert Mayer, hein, ça on sait déjà. Ça on sait déjà. Mais voir le retour de Pascal Caminada en National League, messieurs. Je crois qu'il est malade ou blessé. Hein. Alors, il a eu le Covid et il a enchaîné avec la grippe saisonnière. Ah voilà, ouais, il a un peu la poisse. Là, et comme c'est aussi la saison de la gastroentérite, je serais lui, je me méfierais. Le trio magique. Le trio magique, ouais. Salut Jean-Marc Richard. Bon, on va revenir un petit peu à ce qui nous intéresse là. On a parlé de Genève. Le gardien, les problèmes de gardien, parce que Turkirchen, oui, alors je suis d'accord avec toi, c'est très bien, cette semaine c'est bon, mais qu'est-ce qui va se passer au moment où Cloton va dire bon, vous êtes gentil, mais nous, on a une promotion en ligne de mire. On va faire quoi? C'est clair qu'il faut bouger, et c'est pour ça que le fait d'avoir que le match jeudi, finalement, peut laisser encore un petit peu de temps à Marc Gauchi pour sonder le marché et faire la meilleure décision, mais est-ce que s'il ne trouve rien sur le plan national, comme il le laisse entendre, il devra forcément aller sur le marché des gardiens étrangers. Irving, oui, à Lugano, mais qui coach Lugano maintenant? Je ne sais pas, il y a quand même un petit contentieux avec Genève. Est-ce qu'il le laisse partir ou alors est-ce qu'il double son prix puis il dit vous le prenez qu'à ce prix-là et puis j'allais dire, c'est pas gratuit. Ailleurs, hein. Donc voilà. Mais d'un autre côté, c'est pas lui le directeur sportif, le coach de Lugano. C'est quand même Domenichelli qui va prendre la décision. Bon, on peut dire que c'est Chris Maxorlian, c'est pas l'homme dont on ne dit pas le nom, hein, là, on a le droit. Hein. Bon. Attends, c'est bon, il est pas entré par la porte. Non, mais voilà, après, il y a d'autres gardiens qui chargent du temps de jeu en National League, hein, notamment Elien Pope, qui est barré par
par Joran van Pottelberg, mais lui a déjà eu sa licence B à Langenthal, donc c'est aussi un no-go. un no-go. Ouais. Au niveau, je suis en train d'essayer de réfléchir en même temps au niveau des autres clubs. Non, Stéphane Muller, le troisième gardien d'Ombrie, lui, il a sa licence B aux Rockets, donc c'est non plus pas. Et puis bon, il faut penser à un numéro 1. Hein, Oui. Parce que si des clous, quand on sort sur blessure, c'est déjà pas bon, mais quand on sort sur une civière, c'est assez rare. Hein. C'est assez rare, le dernier, je crois que même Blue n'était pas sorti sur une civière, si je me souviens bien. Après sa rencontre express avec Monsieur Herzog. Avec Monsieur Herzog, je sais Mais pas. bon, je crois que Desclous connaît bien aussi, puis mieux vaut sortir sur une civière et faire un maximum de prévention pour pas encore aggraver la situation telle qu'elle est et de prendre le moins de risques possible pour essayer de rendre la situation le mieux possible pour un retour au jeu. Bon, on a beaucoup discuté avec les problèmes techniques. J'avoue que j'ai eu la peine aussi un petit peu à suivre, mais je vous propose qu'on avance. Puisque Overtime, ça commence maintenant. Bienvenue dans le 14e numéro d'Overtime de la saison 2. Non, on va rester au bord du Léman et on va parler du Lausanne Hockey Club. Un Lausanne Hockey Club qui a montré deux visages ce week-end avec un très bon match contre Davos, mais perdu au tir au but, et un visage un petit peu plus moyen contre Ajoie samedi à Port-Entruy, avec la victoire au bout du suspense. Il y a eu des retours aussi, on a parlé de ceux de Bienne, il y a eu Tamiria qui est revenu mardi, il y a Ronald Skenins qui est revenu ce week-end, il y a également Christophe Berchi qui remarque. Jean-Philippe, toi qui les as bien suivis ce week-end, Lausanne... Est-ce que c'est finalement, on va être un peu provocateur, est-ce que c'est le vrai Lausanne qu'on a vu ce week-end? Alors contre Davos, oui. Parce que contre Davos, on s'attendait vraiment à un match entre deux équipes qui sont, une qui est en haut du classement et une qui devrait être en haut du classement. Et honnêtement, ce match-là, Lausanne l'a vraiment très bien attaqué. Ils ont pu marquer très tôt. Par Christophe Berchi, ça fait deux choses qui les ont mis sur des bons rails. Il y a eu de la discipline. Il y a eu on parlera de l'indiscipline un peu plus tard, mais au niveau dans le jeu, il y a eu des sorties de zone qui sont simples. On joue simple, on met le puck sur le but, on va masquer le gardien. Il y a une ligne qui fonctionne très bien avec Ria, Berchi et Fuchs au centre. Ils se trouvent bien, on voit qu'ils ont du plaisir à jouer ensemble et ça se ressent. Hein. Il y a Fuchs à deux passes contre Davos. Berchi marque dans les deux matchs. Ria marque aussi du patin, mais ça compte. Donc vraiment, là, on est en train d'avoir des lignes qui sont un petit peu plus, on va dire, qui ne changent pas à chaque match. Et celles qui ne changent pas commencent à trouver des automatismes. Et ça c'est très intéressant pour la suite de la saison. C'est fou, c'est bien fait le hockey sur glace. Quand on a un peu de stabilité et on trouve des automatismes, ça va mieux, Jean-Philippe. Si c'était si facile, on ne l'aurait pas fait depuis le début de la saison. Ouais, je ne sais pas si tout le monde a toutes les cartes en main pour garder une stabilité. Hein. Il y a eu des blessures aussi. Et puis, il y a peut-être des impératifs. Certains joueurs qui doivent être mis dans certaines chaises. Et puis, voilà, pour le moment, en tout cas, on a trouvé une solution. On a aussi trouvé une solution au niveau défensif. Là, on savait que c'était du solide, mais on a fait jouer dans le top 4, on a fait jouer Justin Kruger comme top 4. Et malgré ce que M. Grunborg peut penser, c'est un joueur qui fait le job, qui se met au service de l'équipe. Il a tiré 6 fois au but. En un match contre Davos, c'est vous dire qu'on a presque dû se frotter les yeux pour voir si c'était bien le numéro 3. Mais Justin Kruger est capable de faire ça, est capable d'être dans un top 4 en National League, en tout cas pour dépanner. Et c'est aussi une bonne nouvelle. Il a un énorme bagage technique et des années d'expérience derrière aussi. Mais toi, ce match qu'il a suivi, Jean-Philippe, il ne doit jamais le perdre contre Davos. Ils sont à 2-1 dans les dernières minutes et finalement, ça leur échappe sur une faute, on va dire, un peu malvenue de Cody Almond. Ouais, Cody Almond qui avait fait un bon match, qui avait vraiment fait un bon match dans un rôle de l'ombre, un peu un gratteur, etc., dans une ligne 3-4. Et puis, il gâche un petit peu ce bon match en... Je ne sais plus qui avait le puck là, sur la gauche, mais il est au duel avec un joueur. Et puis, au lieu de continuer à patiner, il décide de mettre la canne. Mauvais réflexe, le gars tombe 2 minutes et c'est à 2 minutes 20 ou quelque chose comme ça, 2 minutes 15 de la fin de la partie. Volven prend immédiatement son temps mort, met quelque chose en place, on sort le gardien, on joue à 6 contre 4 et à 35 secondes de la fin,
c'est Rasmussen qui marque. Il a eu de la chance, Rasmussen, hein, dans ce match-là. Parce que Un petit l'égalisation à 35 secondes de la fin, faut y aller, ok. Et puis en plus, son penalty qui donne une longueur d'avance à Davos pour finalement s'imposer. Là aussi, ce puck qui part en l'air, qui rebondit, c'était assez spécial. Vous l'avez d'ailleurs bien aimé sur les réseaux sociaux, celui-là. Oui, bah forcément. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que ça ne s'est pas joué à grand-chose. Et c'est un détail qui coûte un peu cher parce que je crois qu'on n'était pas loin d'avoir un match du LHC qui est tout en haut de la liste pour cette saison. Bon, le collectif mis en place à mi-saison, c'est le gros du quart d'heure vaudois, nous dit Simon, qui a mis du temps à se mettre en place pour arriver. Il y a Sébastien Staub qui nous demande si Lausanne cherche un nouvel étranger et que pensez-vous que Barberio doit partir. Il y a Ismax qui va dans le même sens. Il nous dit Barberio capitaine en partance pour la KHL. Il y a toujours des dramas qui sont trouvés chaque semaine à Lausanne. Il y a des infos d'un nouvel étranger. Moi, je crois qu'on en a déjà utilisé pas mal, qu'on a déjà pas mal manœuvré là-dessus, et puis que maintenant, je crois qu'on cherche un peu cette stabilité. Bah, si je fais le calcul juste, ils sont à 6 licences étrangères utilisées à Lausanne, avec Varone, hein, puisqu'il compte toujours dans les licences utilisées. C'est vrai qu'actuellement, avec la suspension, c'est plus facile aussi, hein, puisque Foust n'a plus le choix. Hein, c'est 3 attaquants, un défenseur, Garnat fait le boulot. Effectivement, il va falloir trouver soit une place pour Barberio dans le collectif, comme le dit Simon, ou ailleurs. Oui, alors c'est sorti dans 24 heures, hein, c'est pas tombé du ciel. Effectivement, il semblerait qu'il soit sur le marché, et notamment que son nom circule dans le championnat de KHL. Mais bon, on l'a signé 3 ans, si je me souviens bien, de tête. Donc il y a encore une année pour Marc Barberio. Il faut trouver un deal ou bien il faut payer. Voilà, c'est assez simple. Donc, et puis au niveau des drames, je crois que ça se calme doucement, hein, quand même, parce que les remous à l'interne, je crois que c'est maintenant c'est en ordre. Les joueurs, il y a des joueurs qui ont re-signé, il y a Maillard qui a prolongé, il y a qui c'est qui a prolongé, Genadzi qui a prolongé. Tout ça calme un peu tout le monde. Au niveau des gardiens, ok, Tobias Stefan est blessé, Boltzhauser fait un excellent job. Hein, on a hésité, John Foust ne savait pas vendredi soir s'il allait faire jouer, enfin non, il nous a dit qu'il ne savait pas, c'est pas pareil, s'il allait faire jouer Boltzhauser ou Östlund. Il a fait confiance à Boltzhauser, ça a été le bon choix. Et puis le dernier point, c'était sur les, est-ce qu'on veut un étranger de plus? Je crois que tu as répondu là, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Il y a encore la possibilité, je pense qu'il faut quand même gentiment se garder des cartouches parce que si Lausanne continue de jouer comme il a joué contre Davos, les pré-playoffs, ce sera une formalité. Puis il faudra peut-être regarder un petit peu vers le haut même. Il y a Pierre, qui nous dit Florent, t'as énervé Jean-Philippe ce week-end. Avec la charge sur Dominique Egli. Oui, il faut qu'on en parle de celle-là. Oui, il faut qu'on en parle. Avec en plus cette double méconduite de match, puisqu'il s'est encore battu avec Julian Schmutz. Il a été suspendu parce que ça fait donc 2 méconduites de match avec celle qu'il avait eu à Lugano. Mais il n'y a pas d'autres sanctions contre Florent Douai. Et tu l'as dit dans le direct, c'est un très mauvais geste de la part du Français à licence suisse. Ouais. Je m'excuse si j'ai un peu choqué des gens quand j'ai parlé quand j'ai traité cette charge d'inadmissible, qu'on en a marre de voir ces choses-là. Mais en direct, moi j'étais d'un côté soulagé de voir Dominique Egli se relever sans mal, et puis d'un autre côté extrêmement fâché, et j'ai essayé de me contrôler un peu. Ça fait des semaines, des mois qu'on parle du PSO, de la sécurité physique des joueurs, et là on vient envoyer une charge open ice, même pas open ice, non, 1,5 mètre de la bande, le puck est loin, le joueur est vulnérable, il y a tout pour que les voyants soient au rouge dans la tête du joueur incriminé, puis dire non, là je peux pas le faire, là c'est dangereux. Et non, boum, on y va quand même. Et puis j'ai même dit aussi, si je me souviens juste dans le direct, que Lausanne prenait le bâton pour se faire battre en plein milieu d'une polémique que Zurich a évidemment attisée avec tous ces trucs vidéo. On peut être, là je suis un peu critique sur ce que Zurich a fait, mais bon, peu importe. En plein là-dedans, on se permet un truc comme ça qui va remettre de l'huile sur le feu. Et contre qui Lausanne joue son prochain match vendredi? Zurich. Oui. Allez, on a l'impression que c'est fait exprès.
Il y a deux, trois choses, Jean-Philippe, c'est aussi le cœur qui parle, hein. On a des émotions directes quand on commente et forcément qu'on est un petit peu sensible à tout ça. Bien sûr que Florent Doué ne doit pas le faire comme ça, facilement, on va dire, d'un joueur qui ne porte pas le puck et de le balancer contre la bande, c'est très dangereux et tout. Mais derrière, on a vraiment aussi tout sur la table pour le sanctionner et on ne le fait pas. Donc, Est-ce que on ça vaut arrive à encore la peine? Est-ce que ça vaut encore la peine de parler de ligne? Hein? Je crois pas. Je crois que c'est bon. Là, maintenant, on peut s'arrêter. Parce que ligne pointillée, alors ouais, peut-être. mais et puis c'est plus une ligne. Hein. C'est le slalom géant de Beaver Creek là. C'est pas possible. il y a Kevin qui parle aussi de Stransky sur Genadzi. C'est pas la même chose. Le check, le cross-check, il est lourd, hein, et il met bien d'abord sur le haut du dos, hein, et il monte ensuite en direction de la tête. Si vous regardez les images au ralenti, on le voit bien. Oui, le geste n'est pas beau non plus, mais je ne crois pas qu'on peut parler de sanction et je ne crois pas qu'on peut le comparer à ce qui a été fait cette saison ou les derniers mois dans notre championnat. On peut même pas le comparer à ce que Genadzi avait fait contre Langnau. Ah non, 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 ça parce c'est que, différent. Il y avait, contre Langnau, il y avait deux joueurs qui étaient Voilà. à la lutte et puis Arrêt de Genadzi jeu. avait pris une canne au visage et il avait eu un mauvais réflexe. Il était allé donner un coup sur la nuque d'un joueur, je crois que c'était Flavio Schmutz, qui était déjà en train de se frotter. Oui, il voilà. était troisième homme et puis en C'est plus autre chose. Ouais. le Il y a joueur Pierre qui l'a Richon frappé qui était debout. Il y a Pierre Richon qui te pardonne, qui t'est tout excusé par rapport à ses Merci. émotions. Mais C'est bon. pour revenir à la question de Kevin sur Stransky, c'est la même chose que, dans une certaine mesure, que As et Temernes. C'est-à-dire, avec le nouveau règlement, le point d'impact n'est plus forcément le point le plus important. C'est est-ce que la nuque ou la tête est touchée. Et là, oui, je pense qu'il le touche à la nuque, pas forcément très violemment. Je pense que le haut de l'équipement de Genadzi prend le gros de l'impact. Est-ce que ça méritait une punition? Oui, en tout cas 2 minutes pour cross-check. Plus, je pense pas. Et ben voilà. C'est un avis tranché. Ouais, bon, c'est vrai qu'il n'arrive pas tout de suite sur la nuque. J'ai aussi vu sur les réseaux des gens qui essayaient de comparer ça à ce que Herzog avait fait à Dufner. Alors voilà, ben Stransky, Genadzi, c'est deux grands bonhommes. Herzog, c'est un grand bonhomme. Dufner, il est peut-être plus petit, peut-être que ça choque plus, ou je sais pas. Toujours est-il que, ouais, comparer... 2 minutes sur la glace, ok. Et comme on a l'habitude de transformer tout ça après en 5 après coup sur la table du juge et du PSO, ben, on ne l'a pas fait cette fois. Mais il faut quand même pas. J'ai l'impression que le PSO et le juge avaient pris leur week-end. Hein. Ils avaient une semaine d'avance. on parle beaucoup hein, de ce qui est un peu hors du jeu, mais il faudrait quand même recentrer un petit peu sur le fait que Lausanne a bien joué ce match-là, n'a pas réussi à enchaîner tout de suite à Ajoie. Alors on va donner du crédit aux Jurassiens, on en parlera tout à l'heure, mais il y a eu 30-35 minutes où Lausanne a essayé, et ça a été un petit peu plus compliqué que contre Davos. Évidemment, ils n'ont pas marqué tout de suite, ils ont été menés, mais ensuite, quand la machine lausannoise s'est mise en route à la Raiffeisen Arena, ça a été très compliqué pour Ajoie, qui a complètement ensuite craqué, peut-être physiquement aussi, malgré le fait qu'il n'avait pas joué. T'as raison, on va vraiment vers le mieux. Hein. Du côté de Lausanne, on commence vraiment à monter en puissance et ça tombait bien de pouvoir battre aussi Ajoie 2 fois. Il fallait le faire, même que le premier match de 0 à la Vaudoise Arena n'était pas un grand chef-d'œuvre de match de hockey sur glace. Ils ont fait le job chez eux, ils ont fait le job à Port-Entruy. Ils ont pris un point contre Davos alors qu'ils ont mérité un petit peu plus. Donc vous voyez que Lausanne, et c'est ça le sens de notre discussion, hein, revient, on va dire, là où on l'attendait. Bah écoute, c'est quoi, il y a 2 semaines, quand Bien a fait 7 points en une semaine, on a dit que c'était une très belle semaine de la part des Célandais. Là, Lausanne a fait 7 points en une semaine, c'est une très belle semaine de la part des Vaudois. Soyons justes aussi. Non, mais c'est ce que je dis, il n'y a pas... Ça, c'est clair, ils ont moins bien rien à joué samedi à Port-Entruy, mais peut-être qu'ils ont laissé beaucoup de force aussi contre Davos. Possible. Et puis que, ils se sont dit finalement c'est Ajoie qui n'est pas non plus une équipe qui actuellement tourne bien. On sait que les Ajoie c'est un peu compliqué. Et peut-être que finalement, inconsciemment, ils ont aussi levé le pied face à Ajoie. Ouais, je crois pas. Tu crois? Moi, je crois pas. Inconsciemment, j'ai dit. Ouais, mais je sais pas volontairement. Je crois pas qu'il y avait un manque d'implication, un manque d'intensité. Tout le monde voulait bien faire. Ça c'était assez clair. Et puis, je sais pas. Peut-être de la fatigue, je peux l'entendre. Peut-être. Parce que mardi, vendredi, ouais. Sébastien Staub dans le chat nous dit monter en puissance, c'est un grand mot, on demande confirmation. Alors bien sûr que cela ne va pas vraiment sans l'autre. Hein. Si on monte en puissance, il y aura des résultats qui vont suivre et on va peut-être pouvoir retrouver un Lausanne Hockey Club beaucoup plus dominant et constant. Je crois que c'est la constance, c'est le maître mot que
Foust a utilisé et réutilisé dans un nombre incalculable d'interviews et de réponses à nous, les journalistes. Alors, je crois que là, dans le chat, j'ai pas regardé le nom, mais il y a quelqu'un qui nous demande, je crois que c'est Xmas qui demande un octogone à la Vaudoise Arena vendredi. Si c'est pour mettre John Foust et Richard Grunborg, ça pourrait effectivement valoir la peine. On n'a juste pas le droit de se tirer les cheveux. Hein. On attend des fois, gros comme une montagne, le retour des deux coachs après ce qui s'est passé au dernier match, et des fois, ça fait plouf aussi. À savoir qu'il n'y a pas de séparation entre les deux bancs. Il y a un espace vide à la Vaudoise Arena, mais il n'y a personne entre deux. Il n'y a pas une caméra, il n'y a pas de plexiglas pour séparer les bancs, donc il pourrait vraiment en venir au moins. Il sera peut-être là, l'octogone. C'est un carré, c'est pas un octogone, c'est un carré, mais enfin, ouais. On parle de National League, pas de MMA, messieurs. Hein. Oui, évidemment. Mais évidemment, avec ce qui s'est passé à Zurich, puis tout ce qui s'est passé ensuite sur les réseaux, avec le juge, machin... on attend un petit peu ce match, ça va être un peu spécial, forcément. On va encore prendre une question sur Lausanne, c'est celle de Jérôme qui nous demande qu'est-ce qu'on pense de Frolic. Ah, alors... je me lance. Ouais, vas-y, David. Non ronflant qui arrive, on s'attend à beaucoup de bonnes choses. Les premiers matchs sont intéressants, même qu'il était encore à court de rythme. J'ai trouvé très très bon. Et enfin moins pesant, joueur avec des mains extraordinaires, mais qui peine peut-être encore à vraiment trouver sa place au sein de sa ligne, voire au sein de sa nouvelle équipe. C'est le sentiment qu'il me donne en tout cas. Ouais, alors je l'ai vu à Ajoie, parce qu'il était suspendu contre Davos. Et honnêtement, il sort pas du lot. Sur ce match-là, il sort pas du lot. On l'attend aux engagements, il est à 50, des fois en dessus, des fois en dessous. Ouais, effectivement, il y a tout d'un coup une fulgurance où tu te dis waouh, une passe aveugle qui arrive sur la palette, qui bat deux défenseurs. Il a ça, mais il n'arrive pas encore à le mettre en pratique sur 60 minutes. Le jour où ce sera le cas, par exemple au moment où ça compte, donc après le mois de mars, ça pourrait être différent. Alors il y a Lionel qui nous dit que c'est une cata, avec voilà, c'est un avis tranché aussi sur Frolic. Après. Je vais revenir sur ce que tu disais, David, un grand nom qui est annoncé. Il ne faut pas oublier que l'année passée, il a joué 11 matchs au total entre la NHL et la HL. Donc ça fait quasiment 2 ans qu'il ne joue pas. Donc clairement, il est arrivé en manque de compétition. Je ne vais pas utiliser le terme hors de forme, parce que je pense qu'il s'est quand même préparé pour arriver. Il arrive en plus en cours de saison, donc il a du retard par rapport aux autres. 8 buts par match non plus. Voilà, non plus. Après, on l'a souvent dit, même si c'est un Européen, il a joué pas mal en Amérique du Nord, donc il faut qu'il se réhabitue aux patinoires plus larges, il faut qu'il s'habitue à la vie en Suisse, aussi, c'est quelque chose d'important aussi à chaque fois avec les étrangers. Il y a plusieurs facteurs qui font que il a de la peine à se mettre en route. On va espérer que pour nous aussi, pour le voir jouer, que ce soit qu'une mise en route, et pas le niveau maximum qu'il puisse atteindre. Ouais, on verra bien. Parfait. On suivra tout ça. Messieurs, je vous propose de parler de l'équipe contre laquelle le Lausanne Hockey Club a justement joué 2 fois en l'espace de quelques jours. C'est bien sûr le HC Ajoie. HC Ajoie qui attend le retour de la victoire au sein de son vestiaire. Ça fait 6 défaites de rang, les 2 de suite maintenant contre Lausanne. Il y a eu du mieux par rapport aux défaites dont on encaissait toujours ces 8 buts, que ce soit contre Langnau et contre, je ne sais plus, contre Davos, non ? Contre Bienne. Contre Bienne, voilà. Contre Davos, il y avait eu la grosse performance. C'est d'ailleurs la dernière victoire, c'est le 19 novembre. C'est vrai qu'il y a certains points qui sont toujours positifs, mais j'ai l'impression que le négatif prend toujours le dessus dans l'ensemble des performances de la troupe de Garichian. On a de la peine à faire mieux, à surprendre maintenant que le championnat arrive et a dépassé cette mi-saison, et que c'est forcément, on va dire, le moment le plus compliqué, parce qu'on a vu Langnau, on a vu les équipes de devant prendre le large, on n'arrive pas à gagner, et que forcément, c'est dans la période où on se pose beaucoup de questions aussi sur la glace, et ces questions qu'on peut se poser peuvent amener une demi-seconde, une seconde de latence, et le choix est mauvais derrière. Donc, c'est la situation dans laquelle je trouve Ajoie. Toi, Jean-Philippe, tu les as aussi vus contre Lausanne. Pendant 35 minutes, on va dire que c'était bien.
Après, il manquait peut-être un peu de jus, un peu de physique peut-être pour contredire les attentions vaudoises. Oui, absolument. Absolument, ils ont réussi à ouvrir la marque. Et ça, c'était un but de De Vos, là, sur une superbe inspiration de Jérôme Gauthier-Leduc, le défenseur québécois, qui a retrouvé sa place dans l'effectif après de longues semaines de blessures, embêté notamment avec le dos. On voit, il fait fin de tir à la ligne bleue, il évite c'est Frick, je crois, qui se couche. Il fait le tour, ça crée un surnombre. De Vos se place de l'autre côté, backdoor là-bas, paf, une passe magnifique à travers la peinture. Et puis Philippe Michael De Vos qui arrive à la mettre au fond. Ça, c'était pas mal. Ils ont réussi à tenir un certain temps. Puis ensuite, il y a eu ce moment où tu te dis, ouais, il y a 2 powerplays de suite pour marquer encore et tu n'y arrives pas. Et tu es même dominé sur ton propre powerplay. Et ça, c'était assez moche. Clairement, les situations spéciales, c'était assez moche. Et puis, dans la foulée, tu prends le 2-1, 3, puis après, c'est la débandade. 3-1, 4-1, et puis on va 5, dire... 6. Ouais, 5-6. Mais le reste, je pense que c'est anecdotique, le reste. Là, il y a vraiment ce point tournant dans la partie où tu as 2 supériorités numériques alors que tu mènes encore, si je ne me trompe pas. Mais c'était déjà 1. Non, je crois bien. Ou bien que c'était pour revenir, j'ai un doute. Bon, toujours est-il que tu peux rester dans le match en marquant à 5 contre 4 et tu ne le fais pas. Et puis ensuite, tu prends un but, tu as de nouveau un powerplay pour tout de suite revenir et une nouvelle fois, ça passe à côté. Et ça c'est des moments que tu dois apprendre à gérer mieux. Alors oui, moi je ne peux pas jeter la pierre au HC Ajoie, on fait avec ce qu'il y a, honnêtement. Et puis il ne faut pas oublier, rappelez-vous, qu'est-ce qu'était Rapperswil? Rapperswil, ils sont top 3 maintenant, cette saison-là, si on prend le classement aujourd'hui. Mais rappelez-vous du Rapperswil qui est monté. Ah, c'était aussi inquiétant. C'était inquiétant. On se disait, mais ils y arriveront pas, ils finiront avec 30 points. Bon, c'était 32 ou 33 ou 31, je sais plus. Mais c'est la réalité d'une équipe qui monte. À ce moment-là, et rappelez-vous, on le dit presque chaque semaine, mais il faut mettre les choses en perspective. Ajoie n'a pas eu la possibilité de piocher dans une équipe qui descendait. Hein, quand Langnau a croisé Lausanne, eh bien, on a des Genadzi, on a des Froidevaux qui ont passé de l'un à l'autre, qui ont ensuite fait des superbes carrières de National League. Mais là, on arrive très tard sur le marché des transferts. On n'a pas l'habitude d'aller dans ces sphères-là. On doit tout apprendre. D'ailleurs, le documentaire tourné montre bien que voilà, il a fallu. Bon, et il y a une chose qu'on a appris sur Ajoie quand même. Ça s'est passé début septembre, mais on l'a appris par le QJ, le quotidien jurassien. C'était quand c'était samedi matin. Samedi matin, ouais, la prolongation de Gary Sheehan et de Vincent Leschène. Voilà, 2 ans plus une en option pour Gary Sheehan, qui pousserait jusqu'en juin 2025 si l'option est... Alors je sais pas chez qui est l'option, mais enfin voilà. C'est toujours le même problème. Hein. Ouais, et puis on a aussi appris que Vincent Leschène va lâcher une de ses 2 casquettes. Voilà, on sait pas encore laquelle, lui-même il a pas encore décidé, puisque tu as pu parler avec lui. On s'est fait croiser au début du match. Ouais. Voilà, ça c'est une autre bonne nouvelle, hein. Il y a aussi la prolongation de Forti jusqu'à la fin de la saison, le retour de Leduc, tu l'as dit. Oui. D'ailleurs, il y a Sébastien Staub qui nous dit Leduc, pour le peu qu'on l'a vu jouer, est plutôt une bonne surprise. Il y a quand même quelque chose qui commence à se mettre en place, même si pour l'instant les résultats ne suivent pas du côté d'Ajoie. C'est aussi le contre-coup de la promotion. Maintenant, hein, les victoires qui ont été obtenues dans les premiers matchs, ça a été aussi parfois parce que c'était une surprise pour les autres, pour les adversaires, de se dire finalement ce Ajoie-là, il n'est pas aussi mauvais qu'on ne le pense. Et ça va pas être aussi facile que ça contre Ajoie. Tandis que maintenant, chaque équipe a au moins joué une fois contre Ajoie, donc ils ont tous en tête que ça peut être une soirée compliquée contre Ajoie. Donc ils arrivent aussi de manière beaucoup plus sérieuse, essayer de mettre le rythme tout de suite, de dépasser les Ajoulot tout de suite pour leur faire tirer la langue, notamment en défense. C'est ce qu'avait dit Gary dans sa façon de se plaindre dans les médias, de dire qu'il avait l'impression que les équipes, quand elles arrivaient contre Ajoie, elles étaient motivées, elles faisaient un gros forecheck en début de rencontre, ce qu'elles ne faisaient pas forcément dans les autres matchs. C'est ce qu'il peut ressentir. Et forcément, je pense qu'il y a une part de grosse vérité là derrière, parce que si on sait qu'on arrive à mettre 1, 2, 3 buts dans le premier tiers contre Ajoie, la soirée, elle est quand même plus facile derrière. Donc, si on s'appelle Genève Servette. Voilà. Sauf si on s'appelle, bien sûr, mais c'est des couacs qui peuvent arriver, bien sûr, comme ça dans une saison. Mais pour revenir sur Leduc, c'est un énorme stabilisateur de défense. Et maintenant qu'il va faire du bien 20, 22 minutes, même plus, hein, il peut engranger de temps de jeu derrière. Il va pouvoir aussi se projeter vers l'avant gentiment et commencer à aider un petit peu aussi, que ce soit le jeu de puissance et le jeu rendement de puissance, offensif. moi, je me souviens l'avoir vu jouer à Rapperswil, ça devait être le 28 septembre.
Ouais, je le sais parce que c'est les dates de fête des vendanges à Neuchâtel à peu près chaque année. Donc c'est Oui, pour ça que... t'aurais pu dire que c'était le jour de la blessure de Jonathan Oui, Reza. bah bien sûr, j'allais le dire, c'est le même jour, mais là il avait marqué 2 fois, dont un but en power play, mais un missile, alors que le gardien n'était pas masqué, c'était Niffler. Ça a été vraiment, ça part très très fort. Et je pense qu'il y a pas, là aussi il va pouvoir, c'est une solution de plus pour marquer des buts. Le powerplay, c'est une catastrophe à Ajoie, et même l'infériorité numérique, mais on a quand même perdu des éléments importants. Il y a eu beaucoup de blessés. Et je crois que juste que le duo déjà Eisen-De Vos aurait fait tellement de bien s'ils avaient pu le garder pour stabiliser ça et avoir peut-être un meilleur rendement aussi en jeu de puissance. Mais enfin, ça, c'est les aléas du championnat. Les blessures d'Asselin, de Leduc qui se répètent et tout ça, ça aide pas non plus à entraîner tout ça. Il faut toujours faire un petit peu de bricolage, mais c'est pas que le lot du HC Ajoie finalement. Donc, On parlait des prolongations et tout ça, là, et puis de renforcer et tout. On a appris aujourd'hui que Jérôme Bachhoffner quittait Zug, ça c'est pas une surprise, mais retourner à Zurich jusqu'en 2025, prendre une place, un trio, c'est un gratteur, une place sur la droite ou sur la gauche d'un centre, d'un 4e bloc, hein, à la place d'un Romont. T'es en train d'essayer de connecter des points en direct là. Je sais pas. Un certain MP avec un numéro dans les 80, ouais, c'est ça? quelque chose comme ça, un noiro qui sourit tout le temps quand il voit une nana. Oh, pardon. Non, mais pour être resté sur la glace, Marco Pedretti a plus de contrat à Zurich. Michael Hugli est parti de Bienne. Alors, on parlait de Sverger tout à l'heure, mais il a aussi joué à Bienne. C'est pas très loin de Port-Rentruy ou du Jura. Je sais pas où il va aller habiter, mais enfin, voilà. Et puis, on parle ça. Le nom Marco Pedretti a circulé. Je l'ai entendu samedi. Enfin, c'est des gens qui n'étaient pas dans le comité directeur du HCA, mais ils me disent on aimerait bien le revoir, le Marco. Alors, ouais, je pense bien. Mais maintenant, est-ce qu'on passe d'un salaire du ZST à un salaire du HCA? Bon, puisqu'on ne les connaît pas, on ne peut pas répondre. C'est ça. Ouais, voilà. C'est toujours comme ça, mais il y a aussi le nom de Toms Andersons, le joueur actuellement à chaud de fond, qui ne devrait pas re-signer avec le HCC. C'est Loïc Bourkelter qui le disait parce qu'il devrait rebondir et être une des premières signatures du HC Ajoie. C'est aussi un joueur qui a goûté à la National League avec Langnau par le passé. Ce n'est pas un joueur qui brille en Swiss League, mais c'est un joueur qui peut amener un peu plus de profondeur à l'équipe. Ça, c'est déjà un bien. Que le HC Ajoie va devoir se constituer un effectif bien plus profond pour pallier à toutes ces éventualités, à toutes ces défections possibles. Il y a une petite connexion aussi HC-HCC avec Bogdanov qui a changé de côté du Jura cet été. Il y a le prêt de la licence B de Nicolas Eberhardt qui a été prise par Ajoie pour pallier l'absence 2-3 matchs, de Sloan. Arnaud Schneck qui était envoyé à chaud de fond. Donc au final, peut-être, ouais, effectivement, c'est aussi une piste, Tom Sandersons, à faire à suivre, comme on dit. Là, il y a une question sur s'il n'y avait pas eu cette situation Covid, c'est Rodrigo qui la pose. Qui serait-il allé chercher pour avoir un très bon power play? Je pense pas qu'il y a que la situation Covid au niveau d'Ajoie qui fait qu'il y a eu difficulté d'aller chercher certains joueurs. Il y a aussi une question de budget. Clairement, si on reprend le documentaire qu'on a fait avec eux, ils nous ont clairement dit qu'ils avaient un budget avec une certaine enveloppe et qu'ils allaient s'y tenir. Donc ça veut aussi dire qu'on est moins concurrentiel sur le marché vis-à-vis de certains clubs. Et si vous avez la possibilité de jouer à Ajoie avec des responsabilités ou pour un salaire 1,5 fois ou 2 fois plus que ce que vous gagnez, mais moins de responsabilités à Zurich, par exemple, il y en a qui vont plutôt choisir Zurich parce que y a la possibilité d'aller chercher un titre et ce genre de choses. Donc, puis une carrière, c'est court. Hein. Une carrière, c'est court. Ce qui est pris est plus à prendre et tu sais jamais quand est-ce que ça se termine vraiment. Rodrigo nous demande aussi si la prochaine équipe qui monte aura le même souci qu'Ajoie. Ça dépend de l'équipe. Ça dépend de qui va monter, justement. Parce que si c'est Cloton, on sait qu'il y aura des gros moyens, qu'ils ont déjà une équipe avec beaucoup de joueurs qui ont joué en National League. Si c'est Holton qui doit venir à monter, on pourrait connaître peut-être le même rendement et les mêmes sorts que le HC Ajoie a connu. On sait que la licence a par contre été refusée au HCC, qui avait déposé sa candidature, mais qui n'a pas trouvé écho au sein de la Ligue pour pouvoir entrevoir l'échelon supérieur la saison prochaine. Je crois qu'ils ont la possibilité de faire recours contre cette décision et
Ils envisageaient de le faire pour éventuellement faire renverser cette décision. Il y a Je crois que Langenthal pour poser qui... sa candidature, il faut déjà déposer une belle somme d'argent. Oui. Je crois qu'on parle d'une somme de 20 000 francs, si je ne dis pas d'erreur. Donc, je peux comprendre que le HCC a peut-être envie d'avoir un petit plus pour ne pas avoir eu la pression non plus de perdre de cet argent un petit peu dans le vide. Oui, parce que cet argent, on ne le récupère pas si le dossier est refusé. Et puis, on va dire qu'il y a encore Viège qui a l'autorisation de monter. Et Langenthal qui est en train d'essayer de négocier aussi de pouvoir, c'est Klaus Zau qui me semble qui a sorti cette information, puisqu'il y a un projet de remplacer le Shoron à Langenthal. Voilà, j'allais dire, Et, parce que c'est bien joli, mais- et comme c'est assez à bout touchant de ce que j'ai pu comprendre au niveau politique, si le projet était accepté au niveau politique, la National League pourrait revenir sur sa position, puisqu'on se souvient que Langenthal avait été suspendu de promotion suite au refus de jouer le barrage il y a quelques saisons en arrière. Voilà, ben Bon, alors on a fait un avec petit tout tour, ça, messieurs, je pense qu'on est gentiment en train de se dire qu'on aura 14 équipes la saison prochaine. Je pense que on peut se dire qu'il y aura 14 équipes la saison prochaine et pas envisager qu'il y ait 14 équipes la saison prochaine. Ce qui veut aussi dire qu'il y aura 6 étrangers à disposition des clubs, sans limite du nombre de licences, puisque ça va tomber. Aussi, ça veut dire que certains clubs pourront faire de belles emplettes. Et peut-être qu'on verra enfin les Slovaques et les Polonais qui viendront appeler, Ouais, comme est-ce l'a que- promis un certain Marc L. du côté de la Confiance Arena. Est-ce que ça va pas, c'est l'éternelle discussion, est-ce que ça va pas scinder la ligue entre ceux qui peuvent se permettre d'avoir 6 top étrangers, parce que de toute façon ça rentre dans le budget, puis ceux qui vont devoir en prendre 4 et puis deux étrangers de complément. Est-ce que ça va fermer la porte à certains gardiens en devenir, hein, ceux qui sont en train d'émerger au niveau U20 Elite ou bien comme ça, ou on parle d'Akira Schmidt peut-être, hein, qui fait un début de saison au Utica Comets assez impressionnant. Est-ce que si lui revient en Suisse, etc. Les places, est-ce qu'il y a des places de gardiens qui vont être prises par des étrangers? Ça pose un certain nombre de problèmes, enfin de problèmes, de questions. situations, ouais, de situations qu'il faudra régler. J'attends de voir. Et puis il ne faudra pas oublier aussi que certains étrangers, comme tu le disais, seront peut-être des étrangers de second plan. Donc il faudra aussi qu'on change notre mentalité vis-à-vis de certains étrangers et plus se dire que le top 3 d'une équipe, c'est 3 étrangers et qui doivent occuper les 3 places de meilleurs compteurs. Peut-être qu'on aura des étrangers qui seront plus travailleurs aussi pour venir compléter les équipes. Sur des rôles Certaines parfois équipes l'ont compliqués. déjà un petit peu fait quand même, quand on Ouais. voit d'abord Marcus Kruger à Zurich, qui n'est pas le plus flamboyant, mais qui est tellement précieux aussi dans les engagements et dans le travail là, qu'il peut David, faire je en suis Ligue pas en d'accord avec toi. patinoire. Donc, Ça, voilà. je pense pas qu'on peut mettre Marcus Kruger dans les 5-6. Absolument pas. Le gars, il a 2 Coupe Stanley quand même. Hein. Je ne dis pas que son passé ne lui porte pas faveur, mais ce n'est pas le grand nom sur lequel tu vas peut-être faire ton commerce, ton marketing et tout ça. Ouais, c'est pas... C'est plutôt ça que je dis, que c'est un joueur peut-être plus discret, mais c'est souvent ceux-là qui sont aussi le plus utiles. Il a quand même pour leur 21 équipe. points. Je crois que c'est le troisième pointeur de Zurich. Hein. Donc, il joue avec Azevedo et Kenville, donc ça aide. Mais moi, je voyais plutôt un Zach Mitchell hein, dans ce rôle-là Oui, à tout à fait. Rapperswil. Tout à fait. Je pensais pas à lui quand je l'ai dit, mais c'est vrai que Zach Mitchell a un rôle plus défensif. Et en tout cas, ça fait réagir puisque il y a Simon qui nous dit à ce rythme-là, il faut fusionner les 2 ligues. Ludovic nous dit 14 équipes, on sera la seule ligue avec autant d'équipes en Europe. Non, les Suédois ont 14 équipes, les Finlandais en ont 15, les Tchèques en ont 14 aussi, les Allemands en ont 14. Est-ce qu'il faudra baisser les salaires des futurs étrangers, nous dit Rodrigo? Oui, certainement pour certains. Et Fabrice nous dit il va y avoir plusieurs gardiens étrangers, c'est sûr. Ça, c'est quasi une certitude. Voilà, ouais. Ça paraît évident, mais c'est l'avenir qui nous le dira. Et puis là, il y a encore une petite remarque De Ludovic de nouveau. ouais, de Ludovic qui explique qu'il faudrait convaincre des clubs étrangers d'intégrer la Swiss League, la Ligue B, la Swiss League. Sinon, on va être un peu une coquille vide, hein, selon lui, 9 équipes. La Ah oui, Swiss League 9 est en- puisqu'il y l'année a prochaine, Joga puisqu'il y Timing aura- qui ouais. disparaît. La Swiss League est en train vraiment de penser à son avenir. Elle est devenue, et ça aussi, comme la National League, elle a fondé sa société anonyme. Elle a pris quelqu'un à sa tête pour gérer la com et faire au mieux. Mais c'est vrai qu'il y a des décisions qui devront être faites en MySports League pour savoir qui peut être promu. On est en train de dire que Bâle et Arosa, je crois, ont quasiment tapis déroulé pour pouvoir monter la saison prochaine, même s'ils viennent à se rater en play-off. Et si Cloton part aussi, si on aimait cette éventualité-là, ça peut faire un gros trou aussi derrière, hein, parce que Ajoie qui drainait quand même pas mal
et Cloton qui ne sont plus là, la Swiss League devra quand même se réinventer et continuer de rester compétitive parce que c'est une ligue qui, pour moi, était sur le bon chemin. On vous montre quand même régulièrement des matchs sur MySports et vous pouvez vous en rendre compte. Simplement qu'avec 14 équipes en haut et un système qui pourrait être à l'avenir un peu compliqué pour aller se profiler en National League, ça va mériter un virage important à prendre. À voir, affaire à suivre, hein, comme on dit de nouveau. Je crois que c'est la deuxième ou troisième fois que je sors déjà celle-là. J'ai pas compté. Bon, on a beaucoup parlé de la Swiss League en plus d'Ajoie dans cette section. Il reste un club à discuter, c'est celui qui occupe la tête du classement, c'est bien évidemment Fribourg-Gotteron. Et les Dragons qui ont décidé depuis 5 matchs de faire des heures supplémentaires, puisqu'ils sont allés 5 fois au-delà du temps réglementaire, avec 3 matchs aux prolongations et 2 matchs qui se sont joués au tir au but. Et cette semaine, enfin ce week-end plutôt, c'est une victoire contre Berne lors du derby en prolongation 4-3, et la même chose 5-4 à Rapperswil samedi soir. Ça, c'est plutôt les côtés bonnes nouvelles. Fribourg fait des points à chaque match. Les côtés mauvaises nouvelles, c'est que Fourer est malade et que Diaz sera absent pour 4 à 6 semaines, a-t-on appris entre les 2 matchs du week-end. Et ça, David, c'est pas forcément le plus évident pour la troupe de Christian Dubé. Je vais revenir d'abord sur ce que tu as dit en premier, de Fribourg-Gotteron qui joue les temps supplémentaires en ce moment, dans un moment où je crois que Christian Dubé et tous les joueurs aimeraient s'en passer, hein, justement pour un petit peu garder des forces et puis s'économiser et tout. Mais comme les succès sont au rendez-vous, parce que sur ces 5 matchs consécutifs qu'ils viennent de jouer au-delà des 60 minutes, il y a eu quand même 4 victoires, une seule petite défaite. Donc finalement, on peut être content de commencer à tourner. Et bien sûr que ça commence à devenir sérieux défensivement, surtout, non pas que Reto Berra ne répond pas, non pas que Conorius, quand il est aligné, ne donne pas satisfaction, c'est plus au niveau de l'effectif, parce que Diaz blessé 4 à 6 semaines, ça va faire un gros trou, un gros mal. Hein. On ne se rend pas compte aussi, même s'il est toujours deuxième unité du jeu de puissance et tout ce qu'il peut apporter sur la glace, la qualité défensive avant tout de ce joueur n'est plus à prouver et il le montre très bien dans ce début de saison avec ses nouvelles couleurs. Il y a eu Dev Souter qui n'était pas à 100%. Il y a Fourer qui est malade. On a même évoqué un moment de faire peut-être jouer Nathan Marchand, qui a été capitaine d'un soir, en tout cas contre Berne, ce week-end derrière, alors qu'il n'a jamais joué ça. On disait, et on le répète, que l'effectif de Dubé est mince. Et là, on commence à rentrer, presque depuis 2 ans, pour la première fois, dans la thématique des blessures et d'un effectif qu'il va falloir chercher à bricoler, à bétonner défensivement pour avoir les meilleurs résultats qui continuent de suivre. Fabrice, il nous dit Diaz absent, mais par contre Gunderson prend encore plus de place ces 2 derniers matchs. Il est incroyable, Jean-Philippe. Ouais, c'est vrai. Et depuis qu'il a réussi à marquer ce but un petit peu venu de nulle part, qui ricoche, il y a eu comme un déclic. Il a été incroyable. Je suis d'accord avec ça, défensivement, offensivement, dans les prolongations, à 4, à 5. C'est redevenu un Gunderson brillant. Et quand on fait le total, tu parlais de problèmes d'effectifs. Oui, on sait que l'effectif fribourgeois est mince, défensivement aussi, surtout quand il y a une grosse pièce comme Diaz qui manque dans le puzzle, mais Fourer est annoncé malade. On peut espérer qu'il soit de retour assez vite et on retrouve des paires corrects, Gunderson-Chavaya, Dufner avec Fourer ou Yecker, il y a Souter, il y a Kamerzin qui n'a pas beaucoup joué, il a été d'abord blessé, un peu surnuméraire, là il est rentré, il fait le job, défenseur droitier que tu peux utiliser aussi à 4. Si Fourer revient, honnêtement, on n'est plus tellement dans un problème de profondeur. Non, mais ça faut tient pas qu'il y ait toujours. d'autres blessés, ça c'est sûr. Mais c'est quand même Diaz qui est sur la touche un moment. Tu vois, c'est pas ton 7e défenseur, c'est quand même pas n'importe qui. Et c'est minutes qu'il avale. Gunderson pourra jouer 45 minutes alors. Il veut concurrencer Tom Ernest là. Voilà, non mais bon, il y a peut-être encore qui c'est qui va prendre sa place sur le deuxième powerplay. On sait que avant l'année dernière, je crois qu'il y a Yecker qui avait joué en powerplay à la ligne bleue. Il a fait un peu tourner l'année passée son deuxième défenseur. Parce que Fourer a aussi joué quand il était là, il jouait sur le powerplay. Ouais. Et à noter quand même que Fourer manque ses matchs là de maladie.
Mais c'est les premiers matchs de la saison qui manquent. Il a fait 26 matchs de suite. Et ça, je pense que c'est peut-être un petit record dans les 3-4 dernières saisons. Parce qu'on se souvient qu'il avait été poissard. Hein. À chaque fois, il y avait autre chose. Une fois, c'était un claquage. Il revient après commotion, l'épaule, machin. Il revient, il se blesse aux abdominaux en envoyant un tir frappé. Enfin voilà, on se posait un peu des questions sur la forme physique et la capacité de Philippe Fourère à tenir une saison sans être blessé. Ça, c'est peut-être un petit point positif. Ok, il est malade, ça arrive. Hein. La dernière fois qu'il a joué plus de 40 matchs, Philippe Fourère, il faut remonter à 2011-2012. Ah bah voilà. Je suis sur sa fiche, là, ça me fait un petit moment. Mais il avait connu 38 matchs, 8 points en 19-20. Donc, c'est peut-être sa saison la plus aboutie, en tout cas, avec le maillot de Fribourg-Gotteron. Mais voilà. Il y a des autres joueurs qui, pour moi, apportent satisfaction à Fribourg. C'est le duo qui, selon moi, fonctionne très bien. C'est Nathan Marchand, David Desharnais. On a l'impression que ces deux-là se trouvent facilement les yeux fermés. Ils sont complétés encore avec Kylian Motet, qui presque, je dis presque, est l'élément le moins visible sur cette ligne-là. Et il y a un joueur que j'ai envie de dire est de retour au jeu et se montre depuis quelques matchs, c'est Daniel Brodin. Il est dans une excellente forme. Il tient 7 points sur les 5 derniers matchs, Brodin. Il a 5 matchs consécutifs avec au moins un point et on est en train de revoir le vrai Daniel Brodin enfin du côté de Gotteron. Mais t'es pas le seul à avoir relevé Nathan Marchand, c'est Gaëtan qui nous dit ça. Je prends absent Marchand dans l'alignement et Rossi à la place de Marchand, mais goal sur goal. Donc lui, il souligne aussi la performance de Mathias Rossi. Effectivement, c'est intéressant ce jeu des chaises musicales non voulu puisque c'est dû aux blessures, mais Nathan Marchand qui est un joueur qui est devenu très polyvalent aussi. Hein, et le fait qu'ils aient pensé à lui pour le mettre en défense, ne sachant pas si Souter pourrait jouer, ça montre aussi qu'ils ont que voilà, ils peuvent compter sur lui et que c'est c'est juste un des futurs leaders de Fribourg-Gotteron. Ceux qui aiment bien écouter les podcasts, je vous encourage à jeter prendre le temps à écouter, pas jeter un œil, mais prendre le temps d'écouter le podcast de la Liberté où Nathan Marchand a été invité et il explique bien comment il voit son rôle dans l'équipe. Est-ce qu'il veut se spécialiser ou pas? Pour le moment, c'est encore pas très clair. Il a du plaisir à jouer en première ligne, même si au début, c'était un petit peu impressionnant parce qu'il sent qu'il y a des attentes supplémentaires et tout ça. Pour le moment, il s'en sort bien. Et puis Rossi, et puis pour parler de Rossi, je rebondis rapidement, David. Rossi, lui, à mon avis, il y a eu un travail physique qui a été fait parce qu'il est beaucoup plus alerte sur la glace, beaucoup plus sharp. Il est vraiment en forme. Et là, ça change vraiment tout. Hein. Il est plus jamais en retard sur l'époque. Et je pense qu'au lieu de pénalités qu'il aurait pu prendre, parce que parfois il était en retard, c'est des buts qui arrivent et des passes. Bon. Pour Rossi, je peux vous dire qu'il est en top forme. Je l'ai croisé dans un magasin la semaine dernière. Il s'est retourné, il m'a mis un coup d'épaule. Pourtant, moi, je suis costaud et je peux vous dire que le garçon, déjà, il est grand, il est costaud et peut-être qu'il a encore fait un travail supplémentaire. Mais c'est le jeu des chaises musicales sur lequel je voulais rebondir que Pascal t'évoquait. Et Dubé a de la réussite aussi avec les choix qu'il opère parce qu'il a du talent aussi entre ses mains. Mais il casse la ligne qui fonctionnait bien avec Walzer, Jörg et Marchand pour promouvoir Marchand en haut, vu que Sprunger n'était pas là. Il change ce qui fonctionnait parce qu'il savait aussi que cette ligne avait brûlé la ligue pendant un moment et qu'elle allait forcément peut-être connaître un coup de moins bien derrière. À la place de Marchand, on met Rossi, il y a son triplé et ça le relance aussi dans sa saison. Donc pour l'instant, j'ai aussi l'impression que tout fonctionne bien. Il y a Bougro aussi qui a fait un très bon week-end. Je crois qu'il a 3 points et ça doit être le meilleur ratio par rapport au temps de minutes jouées parce que je crois qu'il a à peine 10 minutes et quelques secondes de temps de jeu et 3 points ce week-end. Donc ça aussi, ça aide dans une équipe quand quelqu'un du 4e bloc vient vous aider à faire la différence. Ouais, on marque des buts et tout. Maintenant, il y a Fabrice là, qui met en avant quelque chose d'intéressant. Est-ce que Fribourg sera capable d'augmenter l'intensité physique pour passer une série de playoffs? Disons qu'il y a des joueurs. C'est Pascal qui a sa phrase préférée là pour répondre. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Ouais, non, là j'ai pas une affaire à suivre. Il y a des joueurs pour. Hein. Di Domenico, Brodin, il peut jouer très physique. Il y a des joueurs. Même Rossi, avec l'exemple sur David, peut jouer physique. Maintenant, il faut qu'il le passe ce mode. Il faut qu'il fasse le petit switch. Là, ils avaient un test contre Munich en Ligue des Champions et ça ne s'est pas forcément bien passé. Donc, il va falloir encore travailler là-dessus. Le voyage en quart non plus. Hein. Mais c'était pas... C'était long.
c'était long. Mais sur le jeu physique, on a vu un Di Domenico qui râlait, qui rouspétait sur tout ce qu'il pouvait, qui cherchait aussi à tomber dans la provocation et dans le jeu physique adverse. Et quand Di Domenico joue comme ça, on sait qu'on préfère le Di Domenico actuel, celui qui est excellent, celui qui domine vraiment le classement des compteurs de ce club et d'un joueur qui est vraiment tourné sur le but adverse et non pas sur les joueurs de l'équipe opposée. Alors, il y a plusieurs commentaires qui s'attardent sur les playoffs. Il y a une question, est-ce que Fribourg pourrait aller jouer le titre? Mais on va prendre plutôt celle de Fabrice qui nous demande qu'est-ce qui a changé chez Dubé entre cette saison et les saisons passées. Je pense qu'il a écouté un petit peu plus son vestiaire pour sa stratégie. C'est Stéphane qui en parlait, de plus arriver avec son système de jeu, mais d'avoir adapté aussi à certaines envies de la part de ses leaders pour offrir peut-être un petit peu plus de liberté dans certains secteurs de jeu, ce qui permet aussi d'arriver avec des surprises sur la glace et de plus être avec un jeu stéréotypé. Ouais, ça s'appelle la maturité. Exactement. Ça vient vite, parce que ça fait pas longtemps qu'il coach, avec Christian Dubé. Mais il y a des joueurs qui avaient un quotient intellectuel aussi au-dessus de la moyenne et qui peuvent s'adapter peut-être plus facilement. Et que Dubé, même si des fois il peut paraître comme ça de l'extérieur froid et dur et un éternel gagnant, ça j'en suis sûr qu'il l'est, un éternel gagnant, il sait aussi écouter ses joueurs et s'adapter. Et on voit cette année que c'est beaucoup sur un travail défensif et qui a été mis en place. On continue de marquer des buts devant, mais on en encaisse beaucoup moins. On laisse beaucoup moins de shoot à Berra aussi. Et il y a un peu tout qui clique. Il y a aussi le fait que maintenant, alors il a toujours la double casquette, directeur sportif et coach principal, mais il a un Gerd Sederhizern qui fait une partie du boulot du directeur sportif. Ça le soulage peut-être aussi un peu par rapport au moment où Gerd n'était pas encore dans cette chaise-là. Dans cette position-là, ouais. Ouais. Y a Arthur qui nous dit Sandro Schmid également amène beaucoup d'énergie. Et des points. C'est vrai que lui aussi, actuellement, il passe un peu sous silence parce qu'on parle plus de Marchon et de Rossi et de Gunderson. On parle surtout plus de sa moustache à Sandro Schmid que de ses points. C'est un peu dommage. Mais bon, est fini. Certains l'ont coupé, lui il va la garder. Lui va la garder. Il y a Roger Carrère à Genève aussi qui a décidé de la garder. Et puis on avait. Messieurs, quand une équipe va comme ça bien, c'est normal qu'il y ait beaucoup de satisfaction, qu'il y ait aussi beaucoup de jeunes ou de joueurs qui connaissent peut-être leur 2e, 3e saison, qui puissent commencer à émerger et puis à trouver leur place dans cet effectif. Et je crois que Sandro Schmid, c'est vraiment une des grosses satisfactions de Fribourg-Gotteron parce qu'il y a le rendement qui va avec aussi. Il y a quand même Fabrice qui a un point négatif, c'est que Motet est malheureusement invisible depuis quelques matchs, mais il dit heureusement les autres sont là. Et puisque je parlais de Motet, il faut que je retrouve la question. C'est Rodrigo qui nous demandait à quand la signature de Kylian Motet à long terme et surtout à quel prix. Ça dépendra de quel budget reste à Christian Dubé, puisqu'il y a certain Christophe Berchi qui a pris une grosse partie de l'enveloppe. Oui, on ne sait pas. On ne sait pas. Non, il a pris des années, ça on sait. L'enveloppe, on ne sait pas. Non, mais discret peut-être. Comment il a dit ça, fantomatique, absent. Mais je trouve que c'est un peu sévère pour Kylian Motet parce que si une ligne fonctionne, il faut que ce soit à 3. Même s'il touche pas le puck, il a fait un appel qui a attiré un défenseur. Il a bloqué un gars pour que Desharnais ait un peu plus de temps. Et toutes ces choses-là sont importantes aussi. On peut pas seulement calculer la valeur d'un joueur dans une ligne au point, au but et aux assists. Je crois qu'on peut être d'accord là-dessus. Non et puis on reste peut-être fixé sur ce qu'il a fait la saison dernière, qui était incroyable et tout. Il est un petit peu en dessous cette année. Il est moins régulier, peut-être dans chaque rencontre où il ne fait pas forcément ses points. Je crois que l'adversaire s'est aussi adapté à lui, notamment en powerplay. On le voit, un bon nombre de ses tirs sont bloqués maintenant. Ou alors, Kylian en personne est obligé de remettre derrière peut-être un Gunderson pour manœuvrer de l'autre côté et essayer d'aller trouver plutôt Di Domenico. Mais c'est vrai que fantomatique, c'est pas le bon mot parce que même contre Berne, il a fait quelques moves vendredi qui étaient de toute grande classe et il méritait peut-être mieux qu'un petit assist. Et justement, c'est ce que j'allais dire, ce que tu disais, David, c'est que maintenant il est attendu aussi. Et forcément, les équipes savent ce qu'il vaut et se méfient un petit peu plus de lui. Mais il savait déjà ce qu'il valait avant. C'est lui qui a fait un step et puis on se dit tiens, c'est un ils se sont adaptés à ce step-là. Ouais. C'est ça que je veux dire. C'est les équipes aussi, il attire l'attention, comme un Julien Sprunger un temps a pu attirer l'attention et se retrouver aussi
moins productif parce que il y avait le défenseur qui était plus proche ou quelqu'un qui se met plus facilement dans la ligne de tir pour éviter justement ce genre de réussite. On a mis du temps pour arriver jusqu'au point Sprunger en parlant Fribourg-Gotteron parce que ça arrive tout le temps au bout d'un moment. Mais il n'est pas là. On l'oublie un petit peu, Fribourg gagne, Fribourg s'en sort, Fribourg est premier et il n'a pas son capitaine. Il y a aussi Andrei Bikov qui est devenu un joueur important, notamment à 4 contre 5, qui n'était pas là, qui a fait un bon retour à Zurich. Et puis pourtant ça fonctionne. Et là on parlait avant de problèmes de profondeur d'effectif, t'enlèves les deux, on va parler de légende parce que voilà, ils ont jamais quitté Fribourg, etc. Mais ça fonctionne quand même. Donc fondamentalement, tu peux enlever Sprunger, Bikov, là maintenant tu essayes d'enlever Diaz, puis il vaut mieux que ça se passe maintenant qu'en mars. Ça c'est sûr. Je pense que ce sera le mot de la fin sur Fribourg-Gotteron. C'est mieux maintenant qu'en mars. Ouais, bah oui. Voilà. En parlant des blessures et pas des résultats, bien évidemment, parce qu'on espère qu'un club roman puisse nous faire vibrer durant les playoffs. Ah ben moi j'ai bien aimé voir un club roman jusqu'en finale, parce que ça me donne des bonnes petites vibes. Là. On signe où, messieurs? En bas de la feuille avec le salaire de Kylian Motet. Bon messieurs, il nous reste 2 rubriques à voir. C'est tout d'abord le joueur du week-end. Et on va partir du côté de Zurich pour saluer la performance de Justin Azevedo qui au classement des pointeurs, puisqu'on parlait des points avec Motet tout à l'heure, est 2 points derrière Denis Malgin. C'est un bon début de saison, c'est une bonne période pour lui actuellement. Oui, il a mis un petit moment à se mettre en route. Il fait partie de cette ligne avec Kruger et Kenville qui fait feu de tout bois à Zurich. Justin Azevedo, on ne le connaissait pas. Enfin, nous, on le connaissait un petit peu. Enfin, vous, peut-être aussi, si vous avez suivi la KHL. Il a fait de longues saisons en KHL, notamment gagné la Coupe Gagarine avec Akbars Kazan. Et c'est un petit joueur. Il a été drafté par Los Angeles en 2008, mais il fait 1m70, 79 kg, la NHL dans les années 2010 et après a donné peu de chance à ce genre de joueur. Il est parti en Finlande, puis en Tchéquie, puis en KHL, et là c'est un joueur très technique qui a une supervision du jeu et qui est très difficile à anticiper parce qu'avec son centre de gravité extrêmement bas, il arrive sur 2 coups de patin à vous mettre le cul par terre. Alors il a été impressionnant contre Fribourg, notamment mardi. Moi, je crois que c'est le joueur qu'on connaissait en KHL qu'on est en train de voir sur ces derniers matchs du côté de Zurich. C'est les matchs, en tout cas, que j'ai eu le plaisir de commenter par le passé, où il évoluait. Toujours un joueur en 30 et 50 points dans le championnat russe. Donc, un joueur qui se devait normalement de faire le pas dans notre championnat assez facilement. Mais ça a pris un petit peu de temps. On ne peut pas dire qu'il était mauvais ou fantomatique pour reprendre le mot d'avant, mais il a dû aussi se trouver. Et je crois que Grunborg a trouvé l'alignement juste avec cette ligne dont tu parlais, Jean-Philippe. Et là, ça clique. C'est 3 matchs, 7 points. C'est un but, un assist contre Fribourg mardi dernier. C'était 3 points contre Bienne jeudi et 2 points encore contre Ambry. C'est vraiment le joueur du moment pour moi, ce Justin Azevedo. Et plus de ça, il marque des pénaltys quand Zurich a besoin de lui aussi. Donc, il est là aussi pour assumer ses responsabilités et je crois qu'il est dans le renouveau de Zurich qui était un petit peu moribond au début de saison et qui commence à montrer un petit peu toute l'étendue de ses qualités en ce moment. Il y a Rodrigo qui nous dit Azevedo a des mains en or. Ah bah oui, c'est vrai. Regardez le but qu'il met quand il passe entre 3 défenseurs là, pour aller, c'est quoi, je crois qu'il égalise, puis ensuite il va marquer son penalty, un truc comme ça, si je me souviens juste. Non, et puis au niveau de sa production devant le but, je pense que ça va simplement, maintenant qu'il est à l'aise, maintenant qu'il s'est un petit peu habitué à son environnement, qu'il y a une ligne qui est stable, ça va monter, ça va continuer. Il a déjà 0,85 points par match maintenant, mais je pense que ça va monter encore. Lui qui avait, dans sa dernière année junior, il a marqué 124 points en 67 matchs. C'était en OHL, évidemment, mais bon, voilà. Trouver sa place à Zurich, ça prend du temps aussi, peut-être, vu le nombre de joueurs de qualité qu'il y a et quand on est nouveau. Ouais, je pense pas que ça lui fait peur, vu les stars avec qui il a joué à Kazan. Hein. Donc on risque de bientôt le voir avec un maillot jaune sur le dos. Oui. À la place de Denis Malgin. En tout cas, ils n'auront pas besoin d'utiliser beaucoup de tissus pour les maillots de top scorer à Zurich entre Malgin et Azevedo. On a dit pas le physique, Pascal. On a dit pas le physique. J'ai parlé du tissu. Ah ouais.
Allez, il nous reste plus qu'à vous donner le programme de la semaine pour terminer cette overtime avec 2 matchs demain, Ambry, Langnau et Rapperswil, Zurich. Le fameux match de la lampe cassée qui est rejoué demain entre les 2 clubs, le derby du lac de Rapperswil. Pour faire plaisir C'est à comme ça qu'on Simon. l'appelle, oui. Jeudi, on aura droit à Genève, Zurich, avec certainement Sandro Turkirchen dans les buts et surtout avec David et Stéphane aux commentaires. Tout à fait, tout à fait. Vendredi, Place au Vernet. notre match studio, ce sera du MMA avec Lausanne-Zurich. Ça, c'est pour moi. Ce sera pour Jean-Philippe. Ce sera, tous ces matchs-là sont sur MySports Pro, on le précise. Le studio sera sur MySports 2 vendredi dès 10h25. Et samedi, le studio, ce sera Bienne Fribourg. Normalement, sur MySports 1, il y a encore quelques réglages à faire au niveau du programme, de la programmation. Il n'y a pas tout qui est tout à fait réglé. On est en début de semaine. On est en début de semaine, oui. Temps, hein. Et puis la NHL samedi avec le champion, le Lightning de Tampa Bay qui se déplace à Ottawa. Ce sera sur MySports 8. Et puis dimanche pour terminer la semaine, Davos qui recevra Rapperswil sur MySports 2. Messieurs, on a fait le tour du programme, on a fait le tour de tout. Enfin, on va quand même vous rappeler que vous pouvez retrouver bien évidemment tous les matchs sur MySports Pro au niveau de la National League. Que vendredi et samedi, il y aura le studio avec Backcheck, le talk en diffusion simultanée sur Facebook et sur YouTube. Et puis bien évidemment, comme je vous ai dit, il y a encore des doutes sur la chaîne du studio de samedi. Donc rendez-vous sur les réseaux sociaux pour connaître le calendrier exact des matchs. On s'excuse pour les problèmes techniques du jour, mais on explique un petit peu ce qui se passe en coulisses aussi. C'est notre nouveau studio de stream pour effectuer cette overtime qui sont dans nos locaux et on doit un petit peu le prendre en main, le temps de gérer tout ça, de ne pas avoir 2 pistes audio, de ne pas avoir un écho et tout ça. On sera au top, mais c'est vrai que le début de l'épisode était un petit peu compliqué. Puis on vous présente les plus plates excuses, bien sûr, mais j'espère que vous avez quand même passé une très très bonne émission en notre compagnie. Ouais, et puis n'hésitez pas, hein. Si vous êtes en patinoire, venez nous voir, venez discuter, on est toujours ouvert à ça. Hein. C'est vraiment toujours un plaisir de pouvoir se rencontrer en vrai, même si on doit mettre un masque maintenant, évidemment, mais n'hésitez pas à venir nous poser vos questions directement sur place si vous y êtes. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous rappeler que vous pourrez retrouver le replay dans quelques instants sur Facebook, dans l'après-midi sur YouTube pour la vidéo et puis en audio sur Spotify, SoundCloud ou Apple Podcast. N'oubliez pas de vous abonner sur ces différentes plateformes pour ne pas manquer les différents actualités que nous publions ainsi que les podcasts. Et puis je vous rappelle que la semaine prochaine, il n'y a pas de 15e épisode d'Overtime puisqu'il y a la pause des équipes nationales. On se retrouve le mardi 21 décembre pour le dernier épisode de l'année. Merci Jean-Philippe. Merci Jean-Philippe d'être venu ici dans le studio. Mais quel plaisir est pour moi, évidemment. Merci à tous. Et merci David depuis la maison d'avoir été avec nous. David, on te retrouve très bonne semaine à vous. Le 21 à mes côtés pour le prochain studio. Excellente semaine. Bye bye. Ciao. Ciao.